Tonight, we are leaving the European Union. For many people, this is an astonishing moment of hope, a moment they thought would never come. Alors maintenant, il faut savoir qui sera le nouveau chef du Parti conservateur. Alors certains pensent tout le monde pense à Boris Johnson. Boris Johnson, il comprend assez bien l'état d'esprit de l'élite, de l'establishment et du membership du Parti conservateur. Qui sont fondamentalement légitimistes. Or, Johnson a fait une campagne violente contre David Cameron lors du référendum. Johnson sait très bien que la route au leadership lui est barrée. D'autant plus que Theresa May, donc, qui est la chef du camp d'en face, je dirais, enfin, qui est celle qui se détache, en fait, parce qu'elle était numéro 3 du gouvernement, et que, que Cameron et Osborne ont tellement été Remainers et ont tellement été europhiles, et même Osborne est fédéraliste, donc que c'est pas possible. Donc, dans l'ordre, je dirais, de protocolaire au sein du parti, c'était elle qui devait prendre la suite. Et Theresa May joue très bien, en fait, de l'ambiguïté, parce qu'elle était Remaineuse, mais elle n'a pas fait campagne, comme beaucoup d'ailleurs de ministres et de parlementaires. Et donc elle arrive à débaucher Michael Gove, qui était le bras droit de Johnson dans la campagne sur le référendum. Donc une fois que ça c'est fait, pour Johnson c'est plié, il ne posera pas sa candidature. Par contre, il est tellement, son rôle est tellement éclatant dans le résultat du référendum que on ne pourra pas lui donner un strapontin ministériel dans le futur gouvernement conservateur, et c'est ce qui va arriver, il va être ministre des Affaires étrangères. Et vous avez, et vous allez avoir donc Theresa May qui était tellement bien partie. Elle avait des conseillers politiques dont le plus talentueux est Nick Timothy, qui est qui maintenant tient des chroniques dans plusieurs magazines et journaux conservateurs, dont le Daily Telegraph. Nick Timothy est un expert et quelqu'un qui a beaucoup étudié ce qu'on appelle les Red Tories, c'est-à-dire ces conservateurs qui s'intéressent aussi à traiter la misère ouvrière et à ne pas laisser en fait le prolétariat à la gauche et aux travaillistes. Et lui, il convainc Theresa May d'être une première ministre de rupture, c'est-à-dire qu'on doit utiliser, lui qui a été un des ténors d'ailleurs intellectuels du Brexit, dit on doit utiliser le Brexit pour faire une rupture aussi à l'intérieur du Parti conservateur, pour ne plus être ce parti un peu cœur de pierre, qui donne l'impression de se désintéresser des pauvres, des ouvriers, etc. Et Theresa May est très sensible à ce discours, elle-même qui n'est pas issue de l'establishment. Elle a fait ses études, elle est issue de la classe moyenne, elle a fait ses études dans des public schools, donc dans des établissements, je dirais, dans des lycées bien, mais pas dans les couloirs de l'aristocratie ou de l'establishment conservateur. Et donc, elle va imprimer cette politique-là. Elle parle de politique industrielle. Elle dit on va utiliser le Brexit pour ramener des emplois en Grande-Bretagne. Voilà. Et Madame May, qui part si bien, fait son premier discours quand elle arrive à la Downing Street. Elle dit le Brexit c'est le Brexit, et elle va préciser son propos dans son discours de Lancaster House, où elle dit voilà, pour nous le Brexit c'est la sortie du marché unique et de l'union douanière, sinon ça n'a aucun sens. Et nous on voudra un accord de libre-échange complet, du style du Canada, aménagé pour nous, mais c'est la base sur laquelle
on va négocier avec l'Union européenne. Et là, on va être confronté à deux phénomènes qui nous intéressent, nous, Français. Le premier, c'est que la technostructure britannique est tout aussi rotor que la technostructure française, et qu'elle va miner le Brexit, notamment en organisant des fuites, en organisant, en faisant ralentir le travail du gouvernement, et en s'entendant avec la technostructure bruxelloise sur un certain nombre de choses. Je pense notamment que David Davis, qui était le premier secrétaire au Brexit, donc ministre du Brexit, chez les Britanniques, avait un plan qui était, je dirais, un plan en deux temps. Le premier plan, c'est on organise la sortie comme s'il n'y aurait pas d'accord. Première chose. Et deuxième chose, ma position de négociation, et qui était celle de Theresa May, c'était on négocie en même temps le divorce et la relation future. On ne va pas se laisser enfermer dans la négociation d'un accord de sortie, faire un psychodrame là-dessus, puis recommencer un psychodrame derrière sur un accord prévoyant la relation future, la future zone de libre-échange. Ça, il n'en est pas question. Et en fait, ils vont se heurter à un mur dans la technocratie européenne qui veut dire non, on négocie le divorce d'abord, et ensuite, éventuellement, vous aurez un accord, on négociera la relation économique future ensuite. Et vous avez, ces hauts fonctionnaires du cabinet britannique qui vont faire sortir des rapports internes décrivant des scénarios apocalyptiques en cas de sortie sans accord. Et Theresa May va finalement décider de faire la notification de l'article 50, elle convoque des élections, donc début 2017. Et là, on a une campagne la campagne en fait de Theresa May va déraper pour trois raisons. La première, c'est que Theresa May décide de ne pas faire campagne, ce qui est une erreur grave. Les électeurs vont se dire mais pourquoi on va aux élections si le Premier ministre vient pas faire campagne et vient pas nous dire pourquoi on va voter, hein. En fait, elle va être dans un silence quasiment complet entre la conférence du Parti conservateur qui présente le programme jusqu'au débat, une semaine avant le vote, elle fait pas campagne. Deuxième chose, elle va faire des concessions à l'establishment du parti dans la partie économique du programme. C'est-à-dire que elle maintient des mesures d'austérité budgétaire, dont une est le fait que l'État, pour les personnes âgées qui auront recours à l'aide de l'État dans le cadre de leur dépendance, l'État saisira l'héritage, donc à due concurrence des sommes qui auront été dépensées. C'est ce qu'on appellera la dementia tax. Et ça, les travaillistes vont lui sauter à bras raccourcis dessus. L'électorat âgé, qui est une bonne partie de l'électorat conservateur, va faire un pas de côté, va se dire c'est quoi ça, et beaucoup vont s'abstenir. Donc, et enfin, troisième chose, le Parti travailliste lui-même adopte une position où il dit, comme le Parti conservateur, d'ailleurs, on voit très nettement en fait le Parti travailliste. Le Parti travailliste commence à remonter dans les sondages à partir du moment où, dans sa conférence, le Parti travailliste dit clairement « Nous, il y aura l'Union européenne et on fera le Brexit » sur cette base-là. Et là, on voit, les sondages commencent à s'envoler du côté des travaillistes à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que les conservateurs n'ont plus le monopole du Brexit. Et là, on arrive à cette majorité, qui ne tient qu'à une dizaine de députés du DUP, c'est-à-dire du Parti démocratique d'Ulster, qui sont des députés encore plus eurosceptiques que les députés conservateurs. Et là, on va avoir, durant 2 ans, donc de 2017 à 2019, une sorte de blackout sur la négociation
de sortie avec l'Union européenne. D'abord, on a donc cette position de Lancaster House, sur laquelle on veut négocier. David Davis se heurte à des murs, et à un moment, il dit à Theresa May, écoute, moi, le seul moyen que j'ai, maintenant, il faut qu'on dise qu'on arrête les négociations, et on fait passer les législations nécessaires pour un Brexit sans accord. Et Theresa May, dit, ça c'est hors de question, moi je veux une sortie ordonnée, etc. Et là, David Davis démissionne, il est remplacé par Dominic Raab, qui va faire pareil, qui va tenter cette négociation. On va réajuster la ligne à l'été 2018, où on adopte une nouvelle position de négociation, c'est-à-dire qu'on veut, avoir un partenariat qui pourrait aller même jusqu'à une participation au marché unique. Là, ça entraîne, le claquage de porte du gouvernement de Boris Johnson, qui va quitter le gouvernement, et d'un certain nombre d'autres ministres comme Priti Patel ou Esther McVey. Et enfin, vous avez le projet d'accord négocié. En fait, vous allez avoir un phénomène dans les 6 premiers mois de l'année 2019, c'est que le ministre en charge du Brexit, Dominic Raab, se fait débrancher par sa première ministre, qui va, avec les hauts fonctionnaires de Downing Street, négocier directement avec l'Union européenne. Et notamment, donc, cet accord de sortie. Et cet accord de sortie qui a, en son sens, ce que l'on appelle la clause de backstop, c'est-à-dire la clause de sauvegarde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord si on n'arrive pas à un accord, en fait, sur la relation économique future, on va maintenir l'Irlande du Nord dans le marché unique et dans l'union douanière de l'Union européenne. Et ça, pour les unionistes du DUP, c'est inacceptable, et pour une bonne partie du Parti conservateur, c'est inacceptable, y compris certains europhiles. Et donc, vous avez encore des ministres qui ont claqué la porte. Vous avez Jacob Rees-Mogg, donc le chef de l'ERG, dont j'ai parlé, le European Research Group, qui va lancer un défi, qui va donc envoyer une demande au comité 1922 pour destituer Theresa May. Donc à la fin, je crois, 2018, début 2019. Et Theresa May remporte son vote, de justesse d'ailleurs, de pas beaucoup. Elle est maintenue comme première ministre, et là, elle va prendre tout un tas de décisions où elle va tergiverser pendant 6 mois, où elle fait passer des motions au Parlement britannique pour savoir ce que les parlementaires veulent, et puis finalement, ils veulent pas grand-chose, ils veulent rien. Elle est complètement contradictoire. Elle essaye de faire passer 3 fois son accord, c'est pas possible, et à la 3e fois, elle dit, si vous votez pour, je m'en vais, et si vous votez contre, je m'en vais. C'est le fameux vote de juin 2019, et les parlementaires britanniques votent contre l'accord, donc elle s'en va. C'est avril 2019, et là, arrive... donc il y a une élection au leadership du Parti conservateur, remportée par Boris Johnson, qui est parti du gouvernement depuis déjà plus d'1 an, et qui a l'aura de l'homme qui pour faire le Brexit, il a plusieurs arguments. Premièrement, pour faire le Brexit, il faut un Brexiteur. Deuxièmement, avec moi, on aura un meilleur accord parce que moi je sais négocier, les Européens, ne me font pas peur. Et il y a une 3e chose qui, je pense, est importante, qui distingue en fait Theresa May de Boris Johnson, c'est que Boris Johnson n'a pas peur de l'establishment. Il en est. Alors que Theresa May, elle avait, ce besoin d'être reconnue par l'establishment, parce qu'elle en était pas, elle avait un complexe, je dirais, d'infériorité vis-à-vis d'eux. Et donc voilà, le chancelier de l'échiquier, Hammond, avait beaucoup de prise sur Theresa May parce que, il pensait que, elle était, impressionnée par cet homme de l'establishment, où on est député conservateur depuis plusieurs générations, etc. Et là, Boris Johnson devient Premier ministre. Il renégocie l'accord dont l'Union européenne avait dit qu'il était fermé pour toujours.
Il réaménage la clause de l'Irlande du Nord, il réaménage aussi le calcul de la facture de sortie, dont une partie va être soumise à arbitrage, ce qui n'était pas le cas au début. Et en fait, il va se heurter à ce Parlement qui est europhile, dans sa très grande majorité, et qui n'a pas, pas du tout envie de donner la victoire au Brexit. Au contraire, on a envie de faire pourrir les choses pour que de guerre lasse, on fasse un deuxième référendum et qu'on l'emporte comme les Européens l'avaient fait en Irlande, au Danemark, auparavant. Et là, Boris Johnson, on va rentrer dans cette période ubuesque qui est due d'ailleurs en grande partie à une législation qui avait été fait passer quand Cameron était en coalition avec les libéraux démocrates de Nick Clegg. C'est que on a maintenant, pour dissoudre le Parlement, en fait, ce n'est plus une décision du Premier ministre, comme c'était auparavant, qui mettait la confiance dans la balance, et puis s'il avait un vote contre, eh bien, le Parlement était ipso facto dissous. Là, maintenant, on a, il faut que l'Assemblée, dans presque les 2/3, enfin, il y a une majorité qualifiée de l'Assemblée, des communes, pour pouvoir dissoudre les communes. Et donc, si vous n'avez pas l'accord de l'opposition, ben, vous ne pouvez pas dissoudre. Hein, c'est ce qu'on appelle la loi sur les élections à date fixe. Et ça, c'est mortel pour la discipline interne des groupes politiques, de 1, pour la discipline du Parlement, parce que, en fait, ça a transformé la démocratie britannique d'un régime parlementaire, où le Parlement donne sa confiance à un Premier ministre et un gouvernement qui gouverne, en un régime d'assemblée, où c'est le Parlement qui, lui-même, prend les décisions, et peut invalider les décisions du gouvernement, et on a une cacophonie institutionnelle un peu comme ça, qui a duré du mois de septembre quasiment au mois de décembre. Où Johnson voulait prendre des décisions, le Parlement l'invalidait, lui disait faisons des élections, dans ces cas-là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi je sais que le peuple me donnera raison. Et les travaillistes disaient hors de question, on ne fait pas d'élections comme ça tant qu'on n'a pas sécurisé le Brexit. Et vous aviez ces questions en fait de prolongation de la période de Brexit de 6 mois en 6 mois. Et le Parlement avait imposé à Boris Johnson de demander une prolongation du Brexit, enfin de la période avant la sortie effective du Royaume-Uni. Et on a menacé Boris Johnson des tribunaux s'il ne s'exécutait pas. Il a un coup d'État parlementaire contre lui où vous avez une vingtaine de députés conservateurs qui votent avec les travaillistes une loi qui impose à Boris Johnson de demander le report de l'application de la sortie du Royaume-Uni. In fine, les travaillistes donnent leur accord pour faire des élections en décembre 2019. Et là, elles sont remportées avec une majorité écrasante de plus de 80 députés. C'est la première fois de l'après-guerre que les conservateurs ont une telle majorité. Les travaillistes ont leur plus grande déculottée depuis, eux aussi depuis l'après-guerre. Et Johnson a maintenant les coups des franches, en fait, pour pouvoir imposer son agenda. En plus de cela, Johnson a envoyé un signal politique quand il a constitué son gouvernement, donc la première fois au mois de juin 2019, c'est qu'il a pris des ministres qui soit étaient des Remainers pas très francs à la limite du Brexit et qui en tout cas s'étaient ralliés franchement au Brexit après le vote, comme Sajid Javid par exemple, le chancelier de l'Échiquier, qui d'ailleurs pour moi est un homme prometteur dans la vie politique britannique, ou des vrais Brexiteurs purs et durs, comme Priti Patel, la ministre de l'Intérieur, qui elle est dans la section la plus à droite du Parti conservateur, étant donné qu'elle est même partisane de la peine de mort, donc ce qui est, ce qui dans l'establishment du Parti conservateur est une position, je dirais, presque extrémiste.
Et vous avez bien sûr Jacob Rees-Mogg, qui est l'équivalent du ministre des Relations avec le Parlement, il est le leader parlementaire. Et donc, on a, comment dire, un vrai cabinet de guerre, là, pour le coup, qui est décidé à ne pas se faire marcher sur les pieds par l'Union européenne. En plus de cela, donc, vous avez, pareil, aux affaires étrangères, on a Dominic Raab, qui est un Brexiteur convaincu, patenté, et donc qui sont en train, qui vont avoir une position de négociation d'autant plus dure que maintenant ils ont un appui populaire qui est certain. Le problème, me direz-vous, c'est que l'appui populaire, eh ben, il va se mériter. Boris Johnson s'est fait élire sur un programme en 3 points. 1, le Brexit. Bon, ça, je dirais, la case est cochée et il n'y a plus qu'à mettre en œuvre, enfin, qu'à négocier l'accord sur la relation future, mais déjà, on est sûr que ça, il le fera. Enfin, il a commencé à le faire, et il faut le terminer. Deuxièmement, la sécurité. Vous avez, du fait des années d'austérité des gouvernements Cameron notamment, le gouvernement Cameron avait mis à contribution, comme Sarkozy en France d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur britannique dans les coupes sombres qu'il avait fait dans les services publics. Et donc, on a un nombre de policiers qui est vraiment très très bas, et on a une épidémie en fait d'attaques au couteau qui soient crapuleuses, ou terroristes d'ailleurs dans certains cas, qui est considérable. Et là-dessus, en fait, Boris Johnson s'est fait élire aussi sur la promesse de ramener la sécurité dans les rues britanniques. Et donc là, on a un programme de recrutement de 20 000 policiers supplémentaires et de durcissement des lois, notamment en donnant aux policiers le pouvoir de fouiller les personnes, s'ils ont des suspicions qu'elles ont un couteau sur elles, ce genre de choses. Et enfin, la troisième chose, c'est refinancer les services publics, notamment l'hôpital et l'éducation britannique, qui sont dans un état, catastrophique. Là-dessus, vous me direz, c'est presque un programme travailliste, quoi. Et donc, il a dit, maintenant, avec l'Union européenne aussi, on va mettre fin à la politique d'austérité. Il faut, on va améliorer la vie des Britanniques et on va ramener des emplois en Grande-Bretagne. Et donc ça, c'est les promesses, je dirais, du candidat Johnson, qu'il est en train d'ailleurs de mettre en œuvre. On va voir maintenant, ce qu'on va faire de la deuxième partie du Brexit, parce qu'actuellement, on est dans une phase où le Brexit politique a eu lieu, c'est-à-dire que les Britanniques ont quitté les institutions européennes. Ils ne sont plus liés par tout un tas de politiques européennes dès maintenant, notamment la politique européenne de sécurité commune, la politique européenne de sécurité et de défense, la politique, les politiques en matière de sécurité intérieure. Donc ça, déjà, ils y sont plus liés. On a la deuxième partie qui est le Brexit économique. On a une période de transition actuellement qui va nous emmener jusqu'au 1er janvier 2021, renouvelable une fois. Boris Johnson a dit que de renouvellement, il n'y aura pas. Les Européens ne pourront plus faire les manœuvres qu'ils ont fait avec Theresa May, c'est-à-dire appuyer sur les parlementaires britanniques d'un côté, appuyer sur la technostructure de l'autre. Parce que, en fait, Boris Johnson a fait plusieurs actes d'autorité qui ont montré que, pour lui, il est maintenant, il y a un vrai patron à Downing Street, qui n'est pas, sensible à l'autorité de l'establishment. D'ailleurs, ce qui a été aussi, je pense, fondamental dans sa position forte de négociation, c'est le fait qu'il a décidé de ce qu'on appelle désélectionner, c'est-à-dire de retirer l'investiture à 25 députés conservateurs qui avaient voté contre lui, donc dans cette fameuse loi contraignant le Premier ministre à demander l'extension de l'article 50. Ça, plus le profil de son gouvernement, qui est vraiment un cabinet de guerre, plus la formidable majorité qu'il a, qui lui donne le pouvoir pour au moins 10 ans, eh bien, il a maintenant la position de force face à une Union européenne
qui ne sait plus par quel bout prendre la Grande-Bretagne, parce que là, ils sont face à un pouvoir qui est vraiment fort et déterminé. Donc on a une victoire claire, nette et sans bavure des eurosceptiques, enfin de l'euroscepticisme en tout cas, qui est très forte. Après, voilà, il y avait deux conceptions du Brexit qui se sont affrontées, je pense, durant cette période de 2 ans, enfin de 2 ans et un petit peu plus, donc de sortie en fait. Vous avez le Brexit de Boris Johnson, qui est un Brexit où on ne veut pas humilier les Européens, et on veut sortir en ayant les meilleures relations avec les Européens, et s'ils veulent continuer dans l'intégration, qu'ils le fassent, grand bien à eux, mais on veut coopérer de façon de bonne foi avec nos voisins, qui sont pour la plupart encore nos alliés au sein de l'OTAN. Donc voilà, on veut pas, on est fort, on a une position claire et nette, mais on ne veut pas se brouiller inutilement avec les Européens. Et Nigel Farage, lui, a une conception différente du Brexit. Pour lui, le Brexit, c'est l'instrument par lequel on va pouvoir faire sauter le super-État européen. Et lui a une vision beaucoup plus, je dirais, européenne du Brexit. Voilà. Et en plus, Nigel Farage a dit que... et Nigel Farage a une vision, je dirais, même plus globale du Brexit que Boris Johnson, parce que Nigel Farage, pour lui, pour terminer le Brexit, il faut faire réélire Trump aux États-Unis. D'ailleurs, il a dit que ça va être son occupation de la prochaine année. Donc, Nigel Farage, lui, est vraiment en guerre contre le super-État européen, dont il pense qu'il est une menace aux frontières de la Grande-Bretagne et que son existence même est une menace, en fait, pour l'indépendance britannique. Alors que Boris Johnson, lui, est pas du tout. Il est dans une logique plus transactionnelle. Il dit, on peut être un bon voisin à côté de l'Union européenne, en ayant les bons accords, un peu comme la Suisse ou comme la Norvège, mais nous, on aura notre accord, je dirais, qui ne sera pas du prêt-à-porter, mais du sur-mesure. Voilà les deux visions du Brexit qui se sont affrontées, et je pense qu'elles vont continuer à s'affronter. On aura toujours ces deux voies au sein de la politique britannique et au sein des think tanks qui gravitent autour du Parti conservateur et autour, des journaux de droite britanniques, parce que on a vraiment deux visions différentes, mais qui ont convergé durant le référendum.